C'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve sur Médien TV pour notre escale culture au cœur de l'Afrique. Dans quelques instants, on ira ensemble à la découverte de l'univers de Beya Jilgasha. Elle est franco-camerounaise, c'est une artiste émergente de l'art contemporain sur notre continent et on se fera un plaisir que de découvrir son univers. Sinon, nous parlerons cinéma avec un film qui revient souvent sur le devant de la scène, Gangs of Lagos. On se fera un plaisir que de le décrypter, mais avant toute chose, place à notre invité du jour. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Widad Majma, on ne la présente plus. Elle nous a fait vibrer et c'est vrai qu'elle a un parcours plutôt atypique puisqu'elle a commencé par le monde du hip-hop, du rap et puis dernièrement, elle s'est tournée vers la haïta, donc cet art ancestral marocain typiquement donc représentatif de la culture musicale marocaine dans toute sa richesse, sa diversité. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Widad. Bonjour, merci de m'accueillir, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu présente. Et c'est vrai que je disais, voilà, tu as un parcours atypique, éclectique et qui force un peu l'admiration. Tu as commencé avec le rap, donc la scène hip-hop et finalement, aujourd'hui, c'est la haïta et quand on y regarde d'un peu plus près, il y a beaucoup de points en commun finalement entre ces deux genres musicaux. Est-ce que ça a été une évidence pour toi? Comment ça s'est passé un peu? Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que au moment où je faisais du rap, où j'avais commencé bien sûr mon parcours, on va dire artistique en faisant du rap, la haïta était déjà présente dans ma vie. J'ai toujours été fascinée par ces femmes, par les cheikhets, fascinée par leur courage, l'audace de faire ce choix-là, d'être des femmes artistes dans une société quand même assez conservatrice et rurale, paysanne, avec des normes un tout petit peu plus strictes que quand même ce qu'on pouvait connaître dans le milieu urbain. Et le point commun qui est frappant et qui saute aux yeux, c'est l'importance du verbe, que ça soit dans le rap ou dans la haïta. Et la richesse de la poésie et l'importance de savoir la manier. Et justement, quel a été le déclic où tu t'es dit, maintenant c'est la haïta, il faut que j'aille creuser de ce côté-là, puisque tu dis que voilà, ça a toujours fait un peu partie de ta vie, c'est quelque chose qui t'est très familier, mais qu'est-ce qui t'a fait basculer en te disant, c'est bon, je fais ça maintenant? Je pense que ça a été un peu un enchaînement de quelques éléments et personnels et professionnels. C'est que j'ai commencé peut-être à prendre un peu plus confiance dans ma capacité à pouvoir rendre hommage de façon juste à cet art-là. Donc, il y a eu le rap, après il y a eu le passage avec Nerdistan, 10 ans de Nerdistan, on a tourné. Donc voilà, je pense que, comme j'aime toujours le répéter, ce projet-là, la haïta, mon amour, c'est le projet de la maturité. Le projet de la maturité, et est-ce que je sais que tu es sur ce projet depuis pas mal de temps maintenant, parce que voilà, c'est une tradition orale, on n'a pas forcément des écrits, c'est un art très rigoureux, très codifié, mine de rien, on ne s'en rend pas compte comme ça. Et ça n'a pas été difficile justement d'aller à la recherche de ces textes et d'apprendre aussi, parce que c'est une manière très particulière de chanter, de scander, parce qu'on l'oublie, c'est de la poésie à la base, parfois c'est très engagé. Comment ça s'est passé pour toi, un peu cette aventure? Alors, le premier voyage s'est fait à la région d'Abda de façon tout à fait naturelle, voire limite instinctive. On a été à Abda, qu'on peut considérer comme un berceau de cette pratique. Et j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes, Rachid Abidine et Amin Wardini, qui ont été très généreux avec moi et qui m'ont présenté Cheikh Jamal Zerhouni qu'on ne présente pas. Et en fait, la plus grosse difficulté, c'est vu que la tradition est orale, donc il y a une déperdition, il n'y a pas une façon très précise de relever. C'est-à-dire que ce que un shir peut chanter d'une certaine façon, ça va être dit différemment. Et ça aussi fait cette richesse-là, qu'il y a une appropriation pour chaque individu qui la chante. Après, moi, je n'ai pas la prétention de la faire de façon traditionnelle. Donc, j'essaie de me l'approprier et de la chanter vraiment avec mes tripes à moi. Je n'essaie pas d'imiter comment on la chante de façon traditionnelle. Voilà.
Et pour en venir à ce projet, donc la Haïta, Mon Amour, qui est en train de voir le jour, tu travailles également avec Khalil, puisque voilà, c'est un mélange de genres, donc à la Haïta dans son essence la plus pure, son essence originelle, et puis il y a cet apport, donc vous travaillez ensemble avec Khalil. Comment s'est passée cette rencontre et justement cette envie, entre guillemets, de moderniser la Haïta, en tout cas de lui donner peut-être une nouvelle aura? Khalil, c'est quelqu'un avec qui on fait de la musique avec Nordistan, donc c'est quelqu'un que je connais très bien. On est amis et collègues, on va dire, de travail. Et en fait, Khalil, il m'a toujours séduit par rapport à son approche artistique et musicale dans la musique tunisienne. Il a toujours été dépoussiéré, cherché dans la musique traditionnelle et essayé. C'est ce qu'on appelle ensemble la réappropriation musicale et culturelle, mais la nôtre en fait. Donc aller dépoussiérer, remettre un peu au goût du jour, mais pas forcément dans une volonté de moderniser, mais c'est juste un chemin qui nous semblait tout à fait naturel. Comme on dit aussi, en fait, on n'a pas inventé l'eau chaude. Ces choses-là existent et on essaye d'utiliser les outils actuels pour essayer de rendre justice et de partager cette musique qui reste quand même assez méconnue dans le monde de ce qu'on appelle musique du monde. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, donc voilà, l'art de la Haïta existe toujours, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de femmes qui s'y adonnent. C'est un peu en train de se perdre, et comme toute tradition orale, c'est quelque chose de très précieux, de très fragile. Toi qui es en plein dedans, quel constat tu peux en faire aujourd'hui, Widad? Alors, ce qui est rassurant, c'est que la tradition elle-même, elle n'est pas en train de se perdre. Moi aussi, quand j'ai commencé, j'avais cette espèce de peur et d'appréhension aussi de me dire mais mince, ça va disparaître. Non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent, mais ce sont presque exclusivement des hommes. Donc la transmission, si on parle de genre, la transmission masculine, elle continue, mais il y a de moins en moins de femmes qui pratiquent et c'est ce que je déplore. C'est ce que déplorent les chiours actuellement, les jeunes et les moins jeunes. Mais voilà, c'est que où sont les femmes dans l'Aïda? Ça reste le plus grand mystère. Il y a quelques femmes, pour ne pas non plus les oublier, mais c'est pas assez. C'est pas assez représentatif en fait. Il n'y a pas assez de femmes à mon goût et au goût des chiours actuels. Et toi, à titre personnel, en tant que... Ouida, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, pardon, je pense qu'on a été un petit peu interrompu. Je voulais savoir, toi, D'accord. en tant que femme, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans la Haïta? Parce que comme tous les Marocains, voilà, peu importe le milieu social, voilà, quand on entend la Haïta, il y a toujours quelque chose en nous qui se réveille, on ne sait pas c'est Mhm. quoi. Et toi, voilà, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer? Alors je vais rejoindre tous les Marocains et les Marocaines. Il y a quelque chose de l'ordre du mystère et du mystique dans cette musique paysanne et rurale qui n'est pas palpable et c'est ces choses-là qui font que l'Aïta peut toucher un public qui n'est pas forcément averti comme le public occidental. Donc, et c'est exactement, je pense, qui m'a animée. Et après, bien sûr, je pense que l'interprétation des grands chiours et chikhat que nous avons eu la chance d'écouter et d'avoir comme protagonistes de cet art-là. Et dans notre culture, c'est d'une force et d'une richesse. Et voilà, c'est des divas, les chikhats qu'on a pu écouter, comme pardon, excusez-moi, Fatna Hussein, que Dieu ait son âme, Cheikh Aïda qui vient de décéder aussi, Allah yarhama. Donc ouais, voilà, c'est de l'interprétation. Et je pense que c'est cette force-là. Il y a une connexion avec l'invisible, je pense, qui donne ce côté mystique. Et il y a aussi ton projet, la Haïta Mon Amour, qui est en train de voir le jour. Et je pense que voilà, bientôt on aura plus de précision. Est-ce que tu peux, bien sûr, si possible, nous en parler? Alors, le projet, il tourne. On a la chance d'avoir fait quelques scènes. On est venu faire Visa for Music. C'était notre première rencontre avec le public marocain le mois de novembre. Ça, c'était quelque chose de très, très fort en termes d'émotion, voire éprouvant parce que on a joué en France, en Espagne, en Tunisie et là, revenir jouer devant un public averti
qui connaît, on est en train de toucher à sa propre culture. Donc j'avais un peu d'appréhension, mais alhamdoulilah, ça s'est super bien passé, on a été super bien accueillis. Donc on a des dates de prévues, on a une tournée européenne très intense, on revient au Maroc, les dates vont être communiquées bientôt. On sort un album, on a fait un pari fou avec Khalil de faire une orchestration d'un des morceaux de Aïta, Kebet Khail, avec des violoncelles. Le clip sort le 29 février. Et voilà, et de la scène, et un album, Inch'Allah, pour le mois de septembre. Et on a hâte de découvrir tout ça, Ouidad. Merci mille fois d'avoir été avec nous, c'était un plaisir que de te recevoir. Le plaisir est partagé, merci. Merci. Et après avoir parlé de l'art de la Haïta avec Ouidad Majba, tout de suite nous parlons art contemporain et avec Beya Gil Gacha, une artiste pluridisciplinaire. Elle est d'origine franco-camerounaise, puis elle entre en 2011 à l'école du Louvre. Mais il faut dire que Beya Gil Gacha est avant tout une artiste autodidacte qui voit et pense son art comme un engagement dans une perspective avant tout intersectionnelle. D'ailleurs, elle créera 2 collectifs, dont des Ghosts en 2016 avec les artistes Rakajo et Nils Niat, qui questionne le manque de représentation des jeunes artistes afro-français au parcours plutôt singulier. En tout cas, Gacha se joue des médiums artistiques. Elle associe notamment les arts plastiques, y compris le dessin, à l'écriture. Et au fil du temps, sa marque de fabrique deviendra l'éperlage des surfaces de ses sculptures très figuratives. On l'écoute d'ailleurs tout de suite. C'est un travail qui est très long et qui m'a inspiré du travail de perlage artisanal Bamileke de l'Ouest du Cameroun. C'était dans une démarche, de revaloriser ce qu'est l'humain. Quand on regarde les sculptures, on a l'impression de voir des bijoux, quoi. Je trouvais, et je trouve toujours d'ailleurs, que malheureusement on évolue dans une société où on donne plus de valeur aux objets qu'aux êtres humains, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ce travail. Durant cette résidence à Saint-Laurent-du-Maroni, j'ai développé un projet artistique qui était plus une recherche plastique et poétique visuelle sur comment intégrer et utiliser des matériaux naturels. En général, je développe un corpus d'œuvres où je peux toucher à plein de différents médiums qui racontent en fait une histoire, et comme c'est le cas dans l'exposition qui est en cours actuellement au camp de la transportation.
Gacha a fait de sa culture africaine une inspiration à part entière puisqu'elle s'appuie sur la pratique ancestrale présente et bien sûr les prairies ouest camerounaises. Cette pratique consiste à envelopper les figures sculptées et les objets domestiques de perles de verre. Ces perles, parfois en provenance de République tchèque, évoquent à la fois son héritage baliqué et le commerce de longue date des perles qui unit l'Afrique à l'Europe mais également à l'Asie. Pour l'artiste, le perlage est avant tout une métaphore qui met en lumière les liens humains afin d'attirer l'attention sur la valeur individuelle de chaque être humain et son expérience personnelle. Ça fait une grande partie de mon projet artistique et sur du coup la recherche d'éléments dans la nature, en forêt, donc voilà. Et il y avait évidemment un intérêt pour la richesse en fait, les richesses culturelles et naturelles de la Guyane et de Saint-Laurent. Alors cette résidence a été pour moi très intéressante. En fait, quand je commence un travail, c'est vrai que j'arrive avec un travail, une idée globale, de nouvelles idées pour la Guyane. On peut être sûr que là maintenant, il y en a un peu trop même dans ma tête. Un peu trop. C'est tellement riche en fait, comme tellement de différents terrains d'investigation et de pistes de création que oui. Depuis sa première exposition à Stockholm en 2009, Beatrice Gacha arpente le monde, véritable figure montante de la scène artistique africaine, du Muséum de Washington au Grand Palais de Paris, en passant par l'espace artistique, le centre de l'Obuzongpa au Bénin ou encore la Galleria Nationale à Rome. Ces créations uniques interpellent, interrogent. Alors si l'empreinte artistique de Gacha est basée sur les perles, l'impact de l'artiste dans le monde de l'art ne se résume pas qu'à cette matière. En effet, chacune de ces réalisations a toujours pour but de délivrer avant tout un message, de créer une prise de conscience et de réveiller les esprits, toujours avec finesse et poésie. Je me suis juste dit, mais en fait, je vais parler des êtres humains. Parce que pour moi, ce sont les êtres humains qu'on devrait voir comme une valeur avant l'objet. J'ai opté pour un olivier, pour toute sa symbolique, donc l'arbre de paix, de sagesse, mais également parce que c'est un arbre méditerranéen et qui porte à toute cette réflexion sur finalement ce qui nous rassemble et non pas ce qui nous divise. Ce petit garçon, il a un regard un peu défiant, il interpelle l'adulte et le met face à ses responsabilités. Et après avoir parlé art contemporain tout de suite, eh bien, nous parlons 7e art et sans plus tarder, place à Gangs of Lagos, un film dont l'idée est née il y a 10 ans dans l'esprit de la réalisatrice Jade Osiberu qui place son histoire dans un quartier de Lagos. Elle dit d'ailleurs « Isale-Eko est un endroit unique, c'est un quartier très peuplé mais qui est entouré par la richesse puisqu'il est proche eh bien, de la marina de Lagos et je suis devenue obsédée par l'idée eh bien, de comprendre ce que ça veut dire d'être né là, d'avoir des rêves d'une vie meilleure et de se battre pour soi. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Isale-Eko is the jungle. Everyone does what they must to survive. Power. 1,000,001 people willing to die for a cause they know absolutely nothing about. Let's go! Dans Gangs of Lagos, les personnages eh bien, se battent avant tout contre leur destinée. Il est question de violence et de crime. Adesoa et Tommy Wellington incarnent Gift, la fille du groupe. C'est comme une plongée dans le cœur des habitants d'Isale-Eko. Le film les humanise alors qu'on a tendance à les marginaliser, à ne pas les considérer comme des gens avec des rêves. Voilà ce que rajoute la réalisatrice, programmée notamment par Amazon Prime. Cette histoire nigériane peut avoir une portée universelle. Ned Mitchell, le responsable des contenus originaux pour l'Afrique et le Moyen-Orient, estime d'ailleurs que la sortie de Gangs of Lagos est un événement mondial. Il y a une campagne de promotion dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou encore au Canada, puisque la diaspora a envie d'histoires venues du Nigeria. Il y a d'autres gens qui aiment également cette culture et qui veulent en savoir plus. Dans Gangs of Lagos, les acteurs parlent surtout en langue locale et pour Wangiemba Yuzuku, en charge des contenus originaux nigérians pour Amazon Prime, il s'agit aussi pour les Africains bien de se réapproprier en quelque sorte leur histoire et de mettre en avant leur culture. Il s'agit de proposer des histoires
authentique, voilà ce qu'il dit. Et dans Gangs of Lagos, les acteurs parlent surtout donc en langue locale, principalement le Yoruba, mais on entend aussi du Igbo et beaucoup d'anglais pidgin. Je pense qu'il est important pour nous de réaliser que pour être authentique, nos histoires doivent être racontées dans la langue que nous parlons et qu'Amazon Prime sorte un film en langue comme première production originale en Afrique. Je pense que cela met en avant la qualité de notre culture et de notre héritage. Et il poursuit, c'est aussi le signal que nous voulons dire nos histoires nous-mêmes et qu'elles doivent être transmises comme nous l'entendons. C'est aussi un film de grande qualité alors que souvent les films en langue locale ne sont pas considérés comme étant de très bonne qualité. Nous voulons faire évoluer cette idée, donc un film à regarder d'urgence. Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, un petit détour du côté d'Abidjan avec Oussoukrou Aké, le lauréat du prix Ellipse 2022, qui est actuellement à l'honneur à la galerie Cécile Fakhouri d'Abidjan. Avec les graines de semences ne doivent pas être moulues, l'artiste ivoirien écrit une nouvelle page de son univers artistique pluridisciplinaire, destiné à être finalement, je cite, un récit de guérison. Pour lui, la confrontation de son histoire personnelle avec la grande histoire a pour but de rendre visibles les liens entre les deux et de porter un regard à la fois empathique et distancié sur les parts d'ombre de l'histoire collective. On écoute tout de suite Oussoukrou Aké. Quand j'ai entendu parler du prix Ellipse et du thème identité nomade, il fallait que je saute le pas, il fallait que je présente cette histoire au grand public. Les visages en cercle proviennent du symbole Adinkraïné, qui est le symbole du leadership et de la royauté. Quand je les utilise dans mes tableaux, ils sont positionnés en fonction d'une certaine forme de lecture du tableau. Ils sont un peu comme des ouvertures, des portes d'entrée dans le tableau. Oussoukrou Aké à l'honneur donc à la galerie Cécile Fakhouri d'Abidjan, empreinte de symbolisme et de spiritualité. Ses œuvres sont un incessant questionnement sur le sens de l'existence et c'est à découvrir d'urgence. Merci d'avoir été avec nous sur Média TV pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique. Et puis on se retrouve sans faute dès la semaine prochaine.